maintenant qu'on a les réponses techniques, on va pouvoir démarrer pour essayer de tenir notre timing. Donc, bienvenue au professeur Serge Ekberg et à Madame la docteure Mathilde Touvier pour démarrer ce cycle de nos auditions dans le cadre de cette commission d'enquête. Vous représentez ici l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, l'EREN, un collectif interdisciplinaire qui rassemble des chercheurs de l'INSERM, de l'INRA, du CNAM et des universités de Paris 5, 7 et 13. L'EREN est dirigée donc par le professeur Ekberg, qui en outre préside le programme national de nutrition santé, plus connu sous l'acronyme PNNS. Madame la docteure Mathilde Touvier, chercheuse ou chercheur, je ne sais pas comment, à l'INSERM, chercheur, je pense qu'elle est plus adaptée. Elle coordonne l'axe nutrition-cancer du laboratoire et a publié de nombreux articles scientifiques dans le champ nutrition-santé. Madame, Monsieur, nous avons choisi de vous entendre en premier lieu car vos travaux sont à même d'éclairer certaines pistes de réflexion de la commission d'enquête. Une des pistes colle d'ailleurs à l'actualité de votre équipe. En effet, en février dernier, vous avez publié une étude dans le British Medical Journal qui porte sur un suivi pendant 8 ans de la cohorte Nutrinet Santé, qui compte plus de 100 000 participants volontaires. Les médias ont donné un écho particulier à un point de cette étude, ce point qui suggère en effet que la consommation d'aliments ultra transformés aurait un effet sur le taux de cancer global et notamment sur les cancers du sein. D'autres facteurs sont sans doute à prendre en compte, comme les additifs ou encore la présence de nanoparticules dans les aliments ou leur conditionnement, mais dont la présence n'est que rarement signalée aux consommateurs. Vous allez donc nous préciser quelles ont été les bases de ce travail et aussi quelles autres conclusions sont à tirer de cette étude, quelles suites scientifiques leur seront données. Au-delà aussi de ce travail de recherche, nous souhaitons savoir quelles sont vos attentes à l'égard des pouvoirs publics en considérant les résultats d'une telle étude. Concernant le programme national nutrition santé qui existe depuis 2001, le professeur Ekberg ne manquera pas de nous préciser quels sont les thèmes qui vont ou devraient être privilégiés au titre du cycle actuel du PNSS pour la période qui arrive. En fait, pour le grand public, quelles sont les retombées tangibles de ce fameux PNNS? Tout le monde se souvient de la recommandation, parfois mal comprise, de manger au moins 5 fruits et légumes par jour, mais y a-t-il eu d'autres points méritant d'être soulignés car ayant eu un impact directement positif sur le niveau général de la santé au titre des volets successifs de ce plan national? Sans prétendre à l'exhaustivité, notre commission entend s'attacher à mieux comprendre les problématiques concernant la qualité nutritionnelle des aliments, leur rôle en tant que facteur dans certaines maladies chroniques et l'impact social ou environnemental de leur provenance. Un vaste programme. Au terme de nos travaux, nous souhaiterions être en mesure de formuler des propositions les plus concrètes, notamment là où les efforts de recherche et d'information nous paraîtraient devoir être accentués. Madame, Monsieur, nous allons vous écouter dans un premier temps au titre d'un exposé liminaire de 20 minutes, qui nous permettra de garder un temps d'échange. Puis les collègues vous poseront différentes questions, avec d'abord celle de Michel Crouzet, en sa qualité de rapporteur de la commission d'enquête. Voilà. Et comme le veut l'usage, je vais vous demander donc de prêter serment, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Donc, je vous demande de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Si vous voulez bien lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Merci. Je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes d'abord ravis de pouvoir contribuer au travail de la Commission. Et donc, nous avons prévu avec ma collègue Mathilde Touvier de faire un exposé un peu vous présentant quelques éléments de contexte, à la fois généraux sur les relations alimentation-santé. C'est ce que je vais faire sur une dizaine de minutes. Puis, Mathilde Touvier vous présentera plus spécifiquement les problématiques liées aux aliments ultra-transformés, notre travail qui a été récemment donc publié et les suites qui devraient être données. Donc, juste pour rappeler des éléments de contexte, quand on regarde en France comme dans l'ensemble des pays industrialisés, les grands problèmes de santé publique auxquels nous sommes confrontés, les maladies chroniques qui sont développées de façon exponentielle au cours des dernières décennies, ont parmi leurs déterminants la nutrition, que ce soit les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, les troubles de minéralisation osseuse, mais également beaucoup d'autres problématiques de santé pour lesquelles on a des arguments de plus en plus forts sur le rôle de la nutrition, que ce soit dans le domaine des pathologies digestives, ostéo-articulaires,
les pathologies dermatologiques, neurologiques, le déclin cognitif, etc. Toutes ces maladies chroniques ont un coût humain extrêmement important quand on voit la prévalence de ces maladies, leurs conséquences en termes de morbidité et de mortalité, mais également un coût social et économique extrêmement important. Il y a 2 ans, un rapport du Trésor permettait de donner un nouveau chiffrage des coûts directs et indirects liés à l'obésité et au surpoids. Si 17% des adultes aujourd'hui sont concernés par l'obésité, avec un focus très particulier et de plus en plus important chez les enfants, on voit qu'en termes économiques, les dépenses de santé liées à l'obésité représentent 20 milliards d'euros par an. Et vous pouvez voir sur cette diapositive que pour l'ensemble des maladies chroniques, ce sont des coûts considérables. Alors, toutes ces maladies chroniques que l'on rencontre aujourd'hui sont des maladies multifactorielles. Elles ne sont pas uniquement liées à l'alimentation ou à la nutrition. D'autres facteurs génétiques, biologiques, métaboliques, d'autres facteurs environnementaux que la nutrition joue un rôle. L'évidence pour le tabac ou pour les expositions professionnelles sont largement bien connues. Mais ce que l'on sait de plus en plus, et de très nombreux travaux apparus au cours des 15 ou 20 dernières années, ont permis de prendre conscience de l'importance du rôle de la nutrition et donc notamment de l'alimentation, en sachant que si les facteurs génétiques sont des facteurs sur lesquels on a peu de marge de manœuvre, les facteurs alimentaires, c'est-à-dire le contenu de son assiette, les modes de vie en rapport avec la nutrition, sont des facteurs sur lesquels il est possible d'agir, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Et on a maintenant des idées plus précises sur le poids relatif des facteurs nutritionnels dans le déterminisme des maladies. J'ai pris 2 exemples pour vous donner un ordre de grandeur de la part des maladies qui pourraient être évitables par la nutrition. Ici, c'est le cas du cancer. C'est un travail qui a été fait par le Fonds mondial de recherche sur le cancer, qui permet, à partir de l'analyse de plusieurs milliers d'études avec une méthodologie extrêmement rigoureuse, de considérer qu'environ 1/3 des cancers les plus fréquents pourraient être évités grâce à la prévention nutritionnelle dans les pays développés et 1/4 dans les pays en voie de développement. Là, on parle des cancers tous sites confondus, mais pour certaines localisations de cancer, ce poids relatif des facteurs nutritionnels est encore plus important, que ce soit les cancers des voies aérodigestives supérieures, les cancers du côlon et du rectum ou le cancer de l'utérus. C'est un autre exemple pour vous montrer qu'une simple modification dans l'apport de sel aurait des conséquences extrêmement importantes sur la pression artérielle et donc les conséquences cardiovasculaires possibles, puisque passer de 10 grammes par jour à 5 grammes par jour, ce qui n'est pas absolument impossible à réaliser, c'est tout à fait possible. 10 grammes, c'est à peu près ce que l'on consomme ou ce que l'on consommait dans les années précédentes. 5 grammes, c'est la recommandation de l'OMS, 5 grammes par jour, et cette diminution pour tendre vers l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé permettrait de réduire le taux global d'accident vasculaire cérébral de 23% et le taux des maladies cardiovasculaires d'une façon générale de 17%. Donc on voit qu'on a une marge de manœuvre extrêmement importante en termes de prévention en jouant sur la nutrition. Alors le problème de l'alimentation et des aliments, c'est qu'il y a de multiples dimensions en rapport avec la santé. On sait que des champs très divers, le goût, le coût, l'aspect économique interviennent dans les choix alimentaires, mais si on regarde spécifiquement même les aliments, il y a également des dimensions qui sont diverses, que ce soit la qualité nutritionnelle, c'est-à-dire la composition nutritionnelle. On imagine facilement donc la teneur en gras, en sucre, en sel, en calories, en fibres, en vitamines et minéraux. Il y a une deuxième dimension qui est l'existence d'additifs, la présence d'additifs, que ce soit des colorants, des conservateurs, des antioxydants, des agents de texture, des exhausteurs de goût, des édulcorants, etc. Il y a les composés néoformés qui apparaissent lors de la transformation des aliments, comme l'acrylamide ou les nitrosamines. Et puis, il y a les pesticides, les insecticides, raticides, fongicides et herbicides qui ne sont pas intrinsèques des aliments, mais qui, dans la chaîne alimentaire, peuvent venir imprégner les aliments et avoir un impact, bien sûr, sur la santé. On pourrait rajouter également tout ce qui concerne les emballages et la capacité de diffusion à partir des emballages sur les aliments eux-mêmes et donc sur la santé. Alors, dans ces différentes dimensions des aliments, on a des degrés de certitude dans les liens avec la santé différents compte tenu des données scientifiques qui existent. Si on regarde la qualité nutritionnelle, là, on a maintenant depuis 15 ans des travaux épidémiologiques, cliniques et mécanistiques qui permettent vraiment d'identifier des facteurs de risque
ou des facteurs de protection liés à l'alimentation, avec des données qui sont considérées comme allant de probables à convaincantes et qui permettent de déboucher sur des recommandations spécifiques de santé publique. Pour les additifs, là, c'est un peu plus complexe. On a moins de données en termes d'études populationnelles, mais on a des hypothèses à partir de travaux mécanistiques. Et même si les données ne sont pas démontrées en population, ceci permet d'aboutir tout de même à un certain nombre de recommandations, comme par exemple la promotion des aliments bruts. Pour les composés néoformés, on a également quelque chose de même nature que ce qui existe pour les additifs, c'est-à-dire beaucoup d'arguments mécanistiques qui suggèrent une relation possible, même si on n'a pas de démonstration par des études populationnelles, mais ça permet de déboucher également sur des recommandations générales, que ce soit en termes de conseils de cuisson, de consommation d'aliments qui ne contiennent pas de nitrate ou de nitrite, etc. Et puis autour des pesticides, on a là aussi des relations qui sont possibles, des travaux expérimentaux, des travaux épidémiologiques qui commencent à apparaître. Et là encore, au nom du principe de précaution, ceci peut permettre de déboucher en termes de recommandations générales, comme la promotion de la consommation des aliments issus d'une agriculture à faible intrant. Alors si on regarde un peu toutes ces dimensions, on peut regrouper dans le terme des aliments ultra-transformés, ce que va présenter Mathilde Touvier, les aliments qui impactent la santé au travers à la fois de leur composition nutritionnelle, de la présence d'additifs et de la présence de composés néoformés. On pourrait rajouter la diffusion à partir également des emballages. Alors, juste quelques mots avant de parler des aliments ultra-transformés pour dire que tout ce qui concerne la qualité nutritionnelle des aliments et la composition nutritionnelle, les liens avec la santé, est suffisamment connu pour que, aujourd'hui, on soit capable de traduire cela, de décliner cela en termes de recommandations pour le grand public. Donc le Haut Conseil de la santé publique a réactualisé il y a quelques mois les repères alimentaires pour la suite du programme national nutrition santé, avec la promotion bien sûr des fruits et légumes, l'apparition d'une nouvelle recommandation autour des fruits à coque sans sel ajouté et des légumineuses, le fait de consommer des produits céréaliers complets et peu raffinés par rapport au ce qui est consommé plus traditionnellement, qui sont des produits céréalier très raffiné, une réduction de la recommandation sur les produits laitiers, des limitations de la consommation de viande rouge et de charcuterie, une consommation adéquate de poissons et une limitation de la consommation des matières grasses ajoutées, des produits sucrés et du sel. Et pour ce qui concerne les boissons, une recommandation spécifique sur la nécessité d'avoir comme seule boisson recommandée l'eau. Les autres boissons, sous quelque forme soit-elle, n'ont pas la même qualité nutritionnelle que l'eau et peuvent impacter, que ce soit les boissons sucrées et l'alcool, sur la santé. Donc on a vraiment la capacité de déboucher sur des recommandations, avec également, vous le verrez peut-être au travers de ces petits caractères des données complémentaires, le fait que l'on promeut plutôt la consommation d'aliments bruts et la consommation donc issue de modes de production diminuant l'exposition aux pesticides. Donc on a vraiment aujourd'hui la capacité, sur le plan de la qualité nutritionnelle, de déboucher sur des recommandations. Et on dispose même d'un outil qui est validé pour caractériser la qualité nutritionnelle des aliments. On peut, au travers d'un profil nutritionnel qui a été mis au départ au point par l'Agence sanitaire des aliments britannique, qui a été modifié, adapté au contexte français par le Haut Conseil de la santé publique, évaluer au travers d'un indicateur simple la qualité nutritionnelle des aliments. Ceci a été validé par de très nombreux travaux épidémiologiques. Donc, ce profil nutritionnel est basé tout simplement sur la composition pour 100 grammes en énergie, la quantité de calories donc pour 100 grammes, mais également en acides gras saturés, en sucre simple, en sodium, pourcentage de fruits et légumes, légumineuses et fruits à coque, fibres et protéines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut réellement considérer que ce score de qualité nutritionnelle est prédictif du risque de maladie chronique, puisque les sujets qui ont un score nutritionnel dans leur alimentation qui se situe dans le niveau reflétant la moins bonne qualité nutritionnelle ont un risque supérieur, ce qui a été évalué au travers de cohortes, la cohorte Submax et la cohorte Nutrinet de santé, qui sont deux cohortes que nous suivons déjà depuis de très nombreuses années au sein de notre équipe, un risque supérieur de développer un cancer, 34% d'augmentation du risque et 52% d'augmentation du risque pour le cancer du sein, plus de 61% pour les maladies cardiovasculaires, plus de 40% pour le syndrome métabolique et plus de 60% pour le risque d'obésité chez l'homme. Donc on a
vraiment aujourd'hui la capacité de considérer que la qualité nutritionnelle est associée à un risque de maladie chronique et avec des niveaux de risque qui sont importants. Alors, cet outil validé pour caractériser la qualité nutritionnelle des aliments, on peut s'en servir de façon pratique pour des mesures de santé publique. C'est ce qui a permis de servir de support à la signalétique nutritionnelle en face avant des emballages des aliments qui, après 4 années de situation un peu complexe, a abouti à un arrêté interministériel au mois d'octobre officialisant donc le Nutri-Score, qui est un logo coloriel à 5 couleurs qui permet de renseigner les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des aliments, comparer cette qualité nutritionnelle et aussi inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle par la compétition qu'ils peuvent avoir et par le fait qu'ils auront tendance à vouloir mieux figurer sur l'échelle des couleurs qui est proposée. Vous avez juste là 2 applications. Vous voyez peut-être qu'en ce qui concerne par exemple, différentes céréales petit déjeuner, évidemment, en fonction des types de céréales, ça peut aller du vert au rouge, de la lettre A à la lettre E. Mais ce qui est intéressant, au-delà de la capacité de comparer les aliments entre eux, entre catégories d'aliments au sein d'une même catégorie, ce que l'on voit, et souvent cette transparence, le consommateur n'y a pas accès, on a la possibilité de discriminer la qualité nutritionnelle pour un même aliment en fonction des marques. Et vous avez en dessous un autre exemple. Si on regarde ce logo appliqué à 35 marques d'un même aliment, puisqu'il a le même intitulé, le muesli croustillant aux pépites de chocolat, on pourrait penser qu'elles ont toutes ces boîtes la même composition nutritionnelle. L'étiquette que l'on peut lire en face arrière des emballages des aliments est très complexe et ne permet pas de discriminer réellement les différences de qualité nutritionnelle. Par contre, avec le logo nutritionnel, vous voyez que pour ce même aliment, ça peut aller vraiment du vert au rouge, de la lettre A à la lettre E, selon les marques. Donc, c'est vraiment un outil de transparence qui est un droit des consommateurs qui peut aider à orienter leur choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle et qui peut pousser les industriels à mettre sur le marché des aliments de meilleure qualité nutritionnelle en reformulant leurs aliments ou en innovant sur des aliments qui prennent en considération la qualité nutritionnelle des produits. Alors, ça peut également servir de support, ce score de qualité nutritionnelle, à diverses mesures de santé publique qui sont aujourd'hui poussées par l'Organisation mondiale de la santé et par la plupart des instances de santé publique dans le monde et qui font référence à la qualité nutritionnelle, que ce soit les phénomènes de régulation économique, taxation, subvention, que ce soit la régulation de la publicité. On peut envisager que ne soit autorisée que la publicité pour des aliments dont le score de qualité nutritionnelle, le Nutri-Score, soit favorable et que soit par contre interdit ou limité la publicité pour des aliments de moins bonne qualité nutritionnelle, ou que ce soit, au travers d'une autre façon de fournir cette transparence auprès des consommateurs, rendre obligatoire dans la publicité l'affichage du Nutri-Score sur les aliments. Ça peut servir également à beaucoup d'autres points qui seraient intéressants à la fois pour agir sur l'offre alimentaire et agir sur l'information du consommateur, comme la régulation du contenu des distributeurs automatiques payants de produits qui sont souvent des produits de grignotage et pour lesquels cette information pourrait permettre à la fois d'orienter le consommateur, mais également de réguler la présence d'aliments de bonne qualité nutritionnelle à l'intérieur donc de ces distributeurs automatiques. Et pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que sur la qualité nutritionnelle, on a vraiment suffisamment aujourd'hui d'éléments et d'arguments pour bâtir des propositions. C'est ce qu'a fait le Haut Conseil de la santé publique dans un rapport d'environ 200 pages qui a été publié en novembre 2017, qui propose pour une politique nutritionnelle de santé publique en France des mesures à la hauteur des enjeux de santé publique, sur lesquels, évidemment, je serais ravi de répondre à vos questions. Et puis, je vais peut-être passer la parole, si vous me permettez, à ma collègue Mathilde Touvier, qui va centrer maintenant plus la présentation autour donc, des aliments ultra transformés et les résultats du travail que nous avons réalisé au sein de notre équipe.
Bonjour, je vous remercie de nous avoir invités à vous présenter aujourd'hui ces résultats qui portent sur la consommation d'aliments ultra transformés et le risque de cancer dans la cohorte Nutrinet Santé et donc les perspectives également de recherche à partir de ces travaux. Alors, on est dans un contexte où le degré de transformation de nos aliments ne cesse de croître, et ce, dans différents pays. Pour ceux qui ont fourni des chiffres, on a la France, le Canada, le Brésil, l'Australie, avec les aliments ultra transformés qui représentent aujourd'hui entre 25 à 50% de notre apport en énergie quotidienne. Donc, vous avez ici quelques exemples d'aliments ultra transformés. Alors, le concept de transformation des aliments est complexe. Il existe une multitude de procédés qui permettent de transformer la matière brute jusqu'à l'aliment que l'on consomme, et également une multitude d'additifs autorisés actuellement. Donc, une première classification du degré de transformation des aliments a été proposée par des collègues chercheurs de l'Université de Sao Paulo au Brésil. Donc, elle s'appelle la NOVA, cette classification. Et elle permet donc de classer nos aliments en 4 catégories. Donc, les aliments pas ou peu transformés, les ingrédients, l'huile, le sucre, etc., que l'on utilise pour faire la cuisine, les aliments transformés et enfin les aliments ultra transformés. Et donc, c'est le groupe qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Ces aliments ultra transformés regroupent tout ce qui va être, par exemple, les biscuits apéritifs, les sodas, les boissons sucrées, les nuggets de volaille ou de poisson, les céréales petit déjeuner ou les pains brioches emballés, par exemple, ou encore les soupes de légumes déshydratés. Alors, les procédés de transformation comprennent par exemple le chauffage à haute température, l'extrusion, l'hydrogénation, le pré-traitement par friture. Et les additifs sont par exemple des colorants, des émulsifiants, des texturants, ou d'autres additifs, donc souvent ajoutés à ces produits ultra transformés. Donc, ce sont des produits qui, généralement, ce n'est pas le cas pour tous, mais en moyenne, ont une moins bonne qualité nutritionnelle. Donc, cela veut dire plus d'acides gras saturés, de sel, de sucre simple et moins de vitamines, minéraux ou de fibres. Ce sont des produits qui, généralement, contiennent des additifs alimentaires, qui sont susceptibles de contenir également des composés qui sont formés au cours des procédés de transformation, lors du chauffage à haute température ou autres procédés, et qui peuvent également contenir des composés qui viennent de l'emballage au contact des aliments, donc les matériaux de contact. Jusqu'à présent, donc ce concept d'alimentation ultra transformée et cette catégorisation NOVA est assez récente, et donc on dispose pour l'instant de quelques études seulement qui ont permis déjà d'alerter sur cette question et de montrer un lien entre consommation d'aliments ultra transformés et risque accru de développer une obésité, une hypertension artérielle, un syndrome métabolique ou encore des problèmes de dyslipidémie. À ce jour, avant l'étude que je vais vous présenter, il n'y avait pas eu encore d'études qui s'étaient intéressées à la relation entre alimentation ultra transformée et risque de cancer. Notre objectif était donc d'évaluer les associations entre ces consommations habituelles d'aliments ultra transformés et l'apparition au fil du temps des cancers dans la cohorte Nutrinet Santé. Et notamment, la question que l'on se posait, c'était est-ce que toute cette association, si elle existe, est liée uniquement à la moins bonne qualité nutritionnelle de ces produits, ou est-ce qu'elle peut être liée éventuellement à d'autres facteurs, d'autres caractéristiques de ces aliments ultra transformés? Donc, la cohorte Nutrinet Santé, simplement en quelques mots, c'est une étude que nous avons mise en place et que nous coordonnons dans l'équipe depuis 2009, et donc qui s'intéresse aux relations entre nutrition et santé de manière générale. Il s'agit de la première e-cohorte, donc web cohorte, avec un suivi sur Internet de cette ampleur au niveau international. Donc, on a à peu près 160 000 participants aujourd'hui inscrits dans l'étude, et le recrutement est toujours en cours. On continue vraiment de manière dynamique cette étude-là. Notre force avec cette étude et dans l'équipe, c'est vraiment une caractérisation fine et détaillée des expositions alimentaires, y compris des expositions et des comportements émergents. Donc tous les facteurs nutritionnels, mais également d'autres facteurs liés à l'alimentation, d'autres comportements, avec des outils qui sont validés, répétés, et donc une évaluation de tous ces comportements émergents et récents. On a également une biobanque qui ne sert pas là dans le cadre de ce projet, mais qui est importante dans les perspectives de recherche, puisqu'elle va nous permettre aussi, avec du sang, des urines collectées chez ces participants, de comprendre les mécanismes en jeu dans ces relations nutrition-santé. Et donc c'est vraiment une véritable plateforme pour des projets multidisciplinaires autour des questions nutrition et santé. Donc voilà un exemple de l'interface du suivi Internet de ces participants avec les questionnaires alimentaires.
Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons catégorisé pour l'ensemble des participants de la cohorte tous les aliments qu'ils ont consommés et nous avons classé selon ces degrés de transformation, selon la catégorisation NOVA. Et ce que l'on a chiffré, c'est finalement sur le total de la quantité des aliments consommés en grammes par jour, quelle est la part d'aliments ultra transformés dans le total de notre alimentation. Et c'est cette part d'aliments ultra transformés que nous avons mis en relation avec le risque de développer au fil des années, donc entre 2009 et 2017 pour cette étude-là, de risque de développer un cancer. Donc on a également, je ne rentrerai pas dans les détails méthodologiques, mais un suivi fin de l'apparition des maladies au cours du temps dans la cohorte, y compris un lien avec les bases de données de l'assurance maladie pour ne pas louper de cas incidents dans notre cohorte Nutrinet Santé. Donc, ces résultats portent sur environ 105 000 participants, avec un suivi donc, entre 2009 et 2017, au cours duquel des personnes qui, au départ, étaient en bonne santé, ont développé pour certains un cancer, et donc c'est le cas pour 2228 participants de la cohorte au cours de ce suivi. Donc les aliments ultra transformés qui étaient consommés dans cette étude, c'était on voit ici un quart à peu près des confiseries ou biscuits ou viennoiseries, etc. On avait également tout ce qui est boissons sucrées, qui était le deuxième plus gros contributeurs, donc soda, boissons sucrées de manière générale, boissons aromatisées, et tout ce qui était féculents, donc les pains préemballés, etc., céréales petit déjeuner, et enfin les fruits et légumes ultra transformés, donc parmi les plus gros contributeurs de l'apport d'aliments ultra transformés dans l'étude. Donc, le résultat de cette étude était que pour une augmentation de 10% de la part d'aliments ultra transformés dans le régime alimentaire des participants, on avait une association avec une augmentation d'environ 10% du risque de développer un cancer, donc en général, toute localisation confondue. Et plus précisément, lorsqu'on regardait après par localisation, on voyait un résultat significatif pour le cancer du sein. Alors, ce qui était intéressant, c'était que cette relation était significative et robuste. On a fait, là aussi, je passe les détails méthodologiques, épidémiologiques, mais un très grand nombre d'analyses de sensibilité en modifiant certains paramètres pour voir la robustesse des résultats. Et on a également intégré un grand nombre de facteurs de confusion possibles. Donc cela, ça veut dire qu'on a ajusté, on a pris en compte dans nos modèles des facteurs qui pouvaient biaiser, interférer dans la relation. Donc tout ce qui est âge, niveau d'éducation, le poids, les différents facteurs anthropométriques, le mode de vie, l'activité physique des participants, la consommation d'alcool, de tabac. Tout cela, on l'a pris en compte et on l'a contrôlé dans notre étude. Et on a également pris en compte des indicateurs de la qualité globale nutritionnelle de l'alimentation. Et malgré la prise en compte de ces facteurs, les résultats restaient significatifs. Et donc c'est intéressant dans la discussion sur comment expliquer finalement les pistes d'explication de cette association. Donc plusieurs pistes avancées. La première étant la plus faible qualité nutritionnelle des aliments ultra transformés, qui certainement a joué dans cette relation, mais qui n'est pas la seule en cause. Et ça, c'est ce que l'on peut voir grâce aux analyses ajustées, aux analyses de médiation, qui permettent de voir que même lorsqu'on ajuste sur ces facteurs nutritionnels, la relation persiste et est très significative. Donc, ce qui nous amène à penser que d'autres caractéristiques des aliments ultra transformés joueraient également un rôle dans cette relation. Donc, cela peut être par exemple les additifs alimentaires, les composés néoformés ou les matériaux au contact des aliments. Et donc, à ce jour, on dispose, donc c'est ce que disait le professeur Herzberg, d'un niveau de preuve faible chez l'homme sur ces trois derniers facteurs mentionnés. En revanche, on a des études mécanistiques chez l'animal ou sur des modèles cellulaires qui ont suggéré pour certains de ces composés des risques potentiels. Donc c'est le cas dans la catégorie additif, par exemple, du dioxyde de titane sous forme nanoparticulaire, donc l'additif E171, qui est un additif de blanchiment utilisé notamment pour le blanchiment des aliments, ou encore des nitrites, ou encore du BHA, BHT, carboxyméthylcellulose pour les édulcorants. Donc on a pas mal d'études au niveau animal mécanistique qui commencent à montrer des risques potentiels. Dans la catégorie composés néoformés, on peut citer l'acrylamide par exemple, donc qui apparaît lors du chauffage à haute température. Et puis dans la catégorie matériaux de contact, on a par exemple le bisphénol dont on a déjà pas mal entendu parler. Donc, cette étude-là doit être vraiment vue comme une première ligne d'investigation dans le domaine des relations entre aliments ultra-transformés et santé. Il s'agit, et nous l'avons bien mentionné, nous avons été très prudents à ce niveau-là dans notre communication, notamment qui en a été faite dans les médias, d'une étude dite observationnelle. Donc, on ne peut pas, avec ce design-là, faire de lien de cause à effet entre alimentation ultra-transformée et risque de cancer.
Pour cela, il faudrait avoir ce qu'on appelle des essais contrôlés randomisés. Et donc là, en l'occurrence, ça voudrait dire prendre un groupe de personnes, leur donner beaucoup d'aliments ultra-transformés pendant des années, un groupe qui aurait la chance d'être dans le groupe contrôle et qui n'aurait pas les aliments ultra-transformés, et voir qui meurt le plus et qui développe le plus de cancer au fil du temps. Donc évidemment, d'un point de vue éthique, on ne fera jamais quelque chose comme ça. Décompressant un facteur délétère, on ne met pas en place d'essais randomisés chez l'homme, évidemment, sans compter les raisons pratiques et logistiques très complexes de ce type d'études. Donc, pour avancer dans ce domaine et dans les connaissances, il faut maintenant confirmer ces résultats dans d'autres populations, mais il faut surtout aller plus loin dans d'autres, pour comprendre en fait les mécanismes en jeu et les facteurs en jeu dans ces relations-là, et notamment les composés impliqués en termes d'additifs ou autres composés. Alors, dans les perspectives de recherche, là, à très court terme, dans l'équipe, nous travaillons sur les relations entre alimentation ultra-transformée et risque d'autres pathologies. Donc, on vient d'avoir un article qui est accepté dans l'American Journal of Gastroenterology, qui montre également un lien avec les troubles fonctionnels digestifs. Donc, il est accepté, pas encore publié, il est in press, donc il va sortir très prochainement. Et on a également des travaux en cours qui suggèrent, là, encore pas soumis, on est en train de rédiger les articles, mais voilà, qui suggèrent des résultats également sur l'obésité, la dépression, le risque de maladies cardiovasculaires, la mortalité. Et on va étudier également le risque de ménopause précoce, qui peut être un facteur de risque pour d'autres maladies. Dans les pistes de recherche, on a également la volonté de creuser donc les facteurs en cause parmi ces aliments, au sein de ces aliments ultra-transformés. Donc une piste privilégiée est celle des additifs alimentaires. Actuellement sur le marché européen, on a environ 400 additifs qui sont autorisés. Vraisemblablement et heureusement, la plupart d'entre eux ne posent pas de problème pour la santé, on espère, voire même certains pourraient avoir des effets bénéfiques. Il y a certains antioxydants dans les additifs qui pourraient même avoir des effets bénéfiques. En revanche, pour certains, on commence à avoir des études, comme je vous le disais, sur l'animal, sur des modèles cellulaires qui suggèrent des risques. Donc TiO2, nitrite, nitrate, BHA, BHT, certains émulsifiants, etc. On a une littérature croissante dans le domaine. Or, pour l'instant, on n'a pas d'études de manière générale chez l'homme qui permet d'étudier ces expositions chroniques aux additifs alimentaires et de surveiller l'apparition des maladies au cours du temps, comme ce que la courte dont je viens de vous parler là. Donc c'est vraiment ce que l'on lance maintenant comme programme de recherche. D'ailleurs, ça a été annoncé dans le Lancet Oncology, le démarrage de notre projet sur ce domaine-là. Et donc, ça va être possible notamment grâce aux données fines qu'on a collectées dans la cohorte Nutrinet Santé, puisqu'on a notamment le nom et marque de tous les produits industriels qui sont consommés. Et ça, c'est important. On a également donc, le suivi des pathologies. On a la biobanque qui va nous permettre de faire des collaborations avec des équipes de recherche sur des domaines plus mécanistiques. Donc, on a vraiment un très bon positionnement dans l'équipe pour réaliser ce projet-là. Et donc, c'est important d'avoir cette finesse qui n'existe pas dans d'autres études, puisque là, on a simplement un exemple sur les biscuits chocolatés. Vous voyez une grande variabilité en termes de nombre d'additifs et de types d'additifs qui sont présents dans les différents produits. Donc, si on veut pouvoir finement évaluer au niveau individuel, il faut avoir ce niveau de détail que l'on a dans la cohorte Nutrinet Santé. Donc, en conclusion, cette étude montrait une association entre une augmentation de 10% de la part d'aliments ultra-transformés dans le régime, associée à une augmentation de 11 à 12% des risques de cancer au global. La catégorie aliments ultra-transformés est vaste et mérite d'être raffinée. On y travaille également dans le laboratoire et avec des partenaires. D'autres études sont aujourd'hui nécessaires pour confirmer ces résultats, le tester sur d'autres outcomes de santé et surtout mieux comprendre les facteurs impliqués, notamment les additifs alimentaires. Et donc c'est en cela qu'on a aujourd'hui vraiment besoin de financement de la recherche publique pour avancer sur ces questions-là. Et donc je conclurai pour rappeler ce qu'a dit le professeur Herzberg sur cette question d'alimentation ultra-transformée. Pour la première fois, le Haut Conseil de la santé publique a introduit l'année dernière cette recommandation d'essayer de privilégier les aliments bruts ou peu transformés dans l'alimentation au nom du principe de précaution. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'était très clair et un peu effrayant. Michel, je te passe la parole. Oui, bonjour professeur Herzberg et madame la chercheuse, madame Touvier. Merci pour cet exposé. Oui, cet exposé que vous avez fait qui effectivement nous semble un peu est très clair mais très effrayant. Alors, même si on en prend conscience jour après jour, c'est toujours aussi compliqué. Alors
pour ma part, donc je vais un peu vous poser des questions. Moi, je vais lancer le débat. Bon, l'étude Nutrinet Santé, publiée en février 2018, que vous avez récemment dirigée, monsieur le professeur, ne peut que nous interpeller sur nos pratiques alimentaires actuelles. Et dans la mesure où elle met en évidence une association entre la consommation d'aliments ultra transformés sur un risque de développer un cancer. Cela inquiète, mais également rappelle l'urgence d'agir, afin de faire en sorte que des solutions soient trouvées pour refondre le système agroalimentaire et pour faire évoluer nos pratiques. J'aurais donc plusieurs questions portant principalement sur les résultats de cette étude. Tout d'abord, comment expliquer le fait que les aliments ultra transformés, conçus pour être microbiologiquement sains, sont en même temps potentiellement cancérogènes? Par ailleurs, vous citez dans votre étude un certain nombre d'additifs potentiels cancérogènes selon les résultats de diverses études scientifiques. Que préconiseriez-vous pour éviter leur utilisation? Et puis donc il y a des modèles dans certains pays qui ont fait pour lutter contre les acides gras trans. On avait aussi, on l'a lu dans votre exposé, d'origine industrielle, par exemple au Danemark. Des stratégies offensives ont-elles été mises en œuvre à l'étranger qui auraient permis de lutter efficacement afin de faire évoluer la composition des aliments ultra transformés et ou de leur emballage, parce qu'en fait, il y a quand même donc une corrélation. Il y a tout à prendre en compte, effectivement, dans ces aliments, parce qu'on a vu qu'il y a quand même toute une cohorte de choses, d'où la complexité d'ailleurs de trouver les causes et les effets des uns et des autres. Et puis alors après, je vais complètement à part, parce que enfin, quelque chose qui m'est venu un petit peu à ça, parce qu'on parle des aliments ultra transformés, mais imaginez, est-ce que vous avez aussi fait une corrélation, par exemple, si la viande pour vous, qui serait une viande brute, qui serait pas ultra transformée, mais par rapport à la qualité nutritionnelle qu'aurait pu avoir l'animal avant l'abattage, est-ce que vous pouvez aussi, est-ce que ça c'est peut-être inclus dedans, ou est-ce que c'est complètement en dehors de l'étude, et effectivement ça pourrait aussi, par exemple, faire partie des intrants qui sont pas pris en considération. Merci. Juste avant de vous donner la parole, je suis président aussi maître du temps. C'était pour vous signaler que il faudra que l'on s'arrête à 10h40. Donc voilà, si on peut être précis, puis surtout laisser du temps aux collègues aussi de poser quelques questions. Voilà, c'est pour cadrer un petit peu. On va faire une réponse à devoir, mais rapide, mais évidemment, vous mettez le doigt sur une question fondamentale, c'est comment agir. Ce que l'on sait, comme nous l'avons rappelé, c'est que donc, dans l'alimentation, il faut qu'on agisse à la fois sur l'amélioration de la qualité nutritionnelle, c'est-à-dire diminuer le gras, le sucre, le sel, augmenter les fibres, les vitamines, et d'un autre côté, réduire les facteurs de risque d'exposition aux additifs. Il y a deux façons de voir les choses qui sont complémentaires. C'est d'un côté, il faut agir au niveau de l'individu en l'informant. Donc il faut qu'il ait accès à une information qui soit claire, compréhensible, facile à intégrer. Et puis il faut qu'on agisse sur l'offre alimentaire, c'est-à-dire sur les aliments eux-mêmes. Il faut donc que l'on soit en mesure de pouvoir à la fois améliorer la composition nutritionnelle, et il y a des marges de manœuvre possibles. Les industriels peuvent réduire le gras, le sucre, le sel, augmenter les fibres. C'est un des déterminants dans notre étude du risque de cancer et d'autres maladies chroniques. Et puis, il y a aussi la possibilité d'agir à la fois en informant sur les additifs, mais surtout en ayant des données maintenant beaucoup plus probantes qui permettront de faire réellement les actions efficaces, car ce n'est pas simplement informer le consommateur sur la présence d'additifs, c'est que si un additif est démontré comme ayant un effet néfaste, il doit être interdit. Donc il nous manque encore, nous avons des chaînons manquants à ce niveau-là, mais dès à présent, on peut à la fois fournir des recommandations auprès du grand public, quand on dit manger des produits plutôt bruts, diminuer la part des aliments transformés, quand on dit manger plutôt des aliments moins gras, moins sucrés, moins salés, et le Nutri-Score aide les consommateurs à mieux comprendre. Et pour ce qui est des additifs, il nous faut encore des recherches, et les principes de précaution devraient donc déjà permettre d'avoir un message sur le fait de réduire la consommation d'aliments ultra transformés. Peut-être qu'il y a aussi un élément qui est crucial dans notre discussion, c'est qu'il nous manque des informations, même pour nous chercheurs. Aujourd'hui, connaître la composition nutritionnelle, connaître la présence des additifs, certes, c'est indiqué
dans les étiquettes, mais il n'y a pas une base de données publique qui permettrait aux chercheurs de pouvoir avoir accès à ces données, ce qui leur permettrait de mieux affiner leurs travaux de recherche. Et donc, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire ce travail titanesque, d'aller regarder sur les étiquettes et de collecter les éléments d'information, par exemple sur les additifs, mais également sur la composition nutritionnelle, et en sachant qu'aujourd'hui, les étiquettes ne renseignent sur les additifs que sur les types d'additifs, mais pas sur les quantités. Il serait légitime, là aussi, que les industriels affichent les quantités des additifs, ce qui serait une information utile seulement aux consommateurs, mais également aux chercheurs. Donc voilà quelques éléments peut-être que Mathilde Touvier peut compléter. C'est vraiment important, voilà, d'avoir cette notion de différence de niveau de preuve, hein, sur l'aspect nutritionnel, où on a, alors tout n'est pas encore élucidé, il y a encore des choses à comprendre, mais sur tous les facteurs principaux, on a pu élaborer des recommandations. Donc là, on en est à informer le consommateur, le Nutri-Score, et voilà, pousser dans ces actions-là. Sur les additifs alimentaires, c'est ce que je vous disais, sur les 400, il ne s'agit pas de diaboliser l'ensemble. Nous, on n'est pas en train de dire il faut revenir à l'âge des cavernes et manger tout cru, tout sans transformation. Il y a des transformations qui ont été bénéfiques, et puis dans un mode de vie aussi, c'est pratique d'avoir des aliments et puis microbiologiquement sains, etc. Donc c'est important, mais il faut le faire de manière raisonnée, et pour l'instant, on manque vraiment d'informations sur la santé. On a ces études chez l'animal. Chez l'homme, on a simplement des études où on a des consommations d'aliments génériques, des simulations de doses d'exposition, et donc des simulations qui sont faites, et c'est là-dessus que se base l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments, pour émettre ses avis et faire la réévaluation des additifs, mais il n'y a pas de données de cohorte qui va relier l'exposition chronique aux additifs avec le risque de telle ou telle pathologie. Et tant qu'on n'a pas ça, oui, il y a des DJA, il y a des doses journalières admissibles à ne pas dépasser, etc., qui sont fixées, mais il manque quand même les études cruciales sur la santé et sur l'homme pour évaluer correctement ces additifs et voir s'il y en a certains qui posent vraiment problème, qui confirment ces études inquiétantes chez l'animal. Et à ce moment-là, en termes de gestion du risque, oui, s'il y en a vraiment qui posent problème, il faudrait potentiellement les interdire, ou mettre des doses très basses pour d'autres qui peuvent être consommées dans des quantités plus limitées. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la recherche et des besoins de recherche, et donc de financement de la recherche sur ce sujet-là. Juste par rapport à une petite question, c'est du coup, est-ce que l'écueil, c'est pas ce que vous disiez, c'est que d'une manière éthique, on ne peut pas mener des études de cohorte dès qu'on a une suspicion sur un additif. Est-ce que du coup, l'EFSA, n'ayant pas ces études de cohorte, puisque éthiquement, on ne va pas sciemment faire consommer ces additifs à une cohorte de population et une cohorte témoin à côté? On peut faire des études de cohorte, comme on fait Nutrinet Santé, c'est-à-dire que là, on observe les personnes, on ne leur dit pas consommer plus de ça, ils font leur comportement habituel, et donc soumis à l'offre et puis à leur choix, etc. Et on observe ce qui se passe. Ce que l'on ne peut pas faire, ce sont des essais contrôlés randomisés où on mettrait les personnes en situation, comme on le ferait avec les souris, de groupes expérimentaux où on leur dit de manger ça ou ça. Donc, ce qu'on peut faire d'un point de vue épidémiologique, ce sont des études d'observation, comme la cohorte Nutrinet Santé, c'est un exemple, et coupler cela avec des études de mécanismes chez l'animal ou sur des modèles cellulaires pour obtenir notamment cette notion de causalité. Si on observe que la consommation de tel ou tel additif, dans le projet qu'on lance là, est associée à une augmentation de paramètres inflammatoires au niveau sanguin, est associée au risque de telle ou telle maladie, ça sera des associations au niveau humain qui seront très intéressantes, et on va pouvoir vérifier au niveau animal en exposant les souris à ces mélanges d'additifs qui sont ceux de la population française actuelle, voir si là aussi on a expérimentalement une augmentation de l'inflammation, des développements de tumeurs, etc. Et donc cette notion de causalité, on va pouvoir l'approcher en couplant la recherche épidémiologique avec la recherche expérimentale. On peut peut-être juste donner l'exemple, c'est à peu près comme pour le tabac. Aujourd'hui, pour le tabac, déjà depuis des décennies, on sait le rôle délétère sur les cancers, notamment les cancers du poumon. On n'a jamais pu faire d'essais d'intervention, fort heureusement, faire fumer des gens et regarder s'ils font un cancer. Mais la convergence des données épidémiologiques d'observation et les travaux expérimentaux ont permis vraiment de déboucher sur cette notion de causalité. Donc, il faut aujourd'hui se dire qu'on pourra avoir des éléments qui tendent vers la causalité à partir des études d'observation couplées aux données mécanistiques. Donc, il n'y aura pas d'obstacle à faire progresser les connaissances et déboucher sur des prises de position en termes de recommandations.
Merci bien. Ce que je vous propose, c'est de passer la parole aux collègues. Donc, Monsieur Lozana, pour redémarrer. Oui, pour nous fixer les idées, j'aurais voulu vous poser une question. On a bien vu que donc les additifs alimentaires étaient sur la sellette. Ce que je me posais comme question, est-ce qu'il apparaît encore de nouveaux additifs alimentaires? Et à ce moment-là, ne faudrait-il pas qu'il y ait un moratoire? Parce que je crois que ça va compliquer, y compris vos études d'observation. Et puis on sait que ce sont des effets qui n'apparaissent qu'à très long terme. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait encore des additifs que l'industrie mettait sur le marché. À ce moment-là, vu les fortes suspicions, je pense que le moratoire se justifierait. Alors, effectivement, il n'y a pas de barrière à ma connaissance à ce qu'un industriel propose la mise sur le marché d'un nouvel additif. L'EFSA est rentré depuis quelques années dans un programme d'évaluation et réévaluation systématique de l'ensemble des additifs un par un. Donc les nouveaux, j'imagine, passeront également par ces fourches codines-là, sauf qu'ils ne peuvent évaluer, les comités d'experts, que sur la base des données de la bibliographie scientifique qu'ils auront, et donc beaucoup de modèles animaux, de génotoxicité, etc., ce qui est très important, mais chez l'homme, des données qui pour l'instant restent très limitées. Donc c'est en ça que voilà, le besoin de recherche sont là-dessus. Merci. Donc après, j'avais Monsieur Aviragné. Oui, merci pour votre brillant exposé. Merci, Monsieur le Président, Madame le rapporteur. Merci pour votre brillant exposé. Moi, je viens d'un territoire rural. Alors, il y a une question qui m'intéresse. On voit que dans le domaine de la qualité nutritionnelle, beaucoup de travail reste à faire. On semble un peu être au début de recherche importante. Alors, il y a à la fois la question de l'information des consommateurs, il y a aussi la question du risque, je pense aux additifs. Vous avez parlé, Madame la rapporteure, de la viande, de la consommation de viande bovine, ce qui renvoie à l'alimentation des bovins. Mais moi, je pensais aussi à la transformation des races. C'est-à-dire que dans la circonscription où je suis élu, on a remis en place des filières de qualité avec des races anciennes. Je pense notamment, je ne sais pas si vous connaissez, la vache gasconne des Pyrénées ou encore le porc noir de Bigorre. Je crois avoir entendu des producteurs et des personnes qui animent ces filières que le gras de ces animaux-là, de ces races anciennes primitives, ne produisait pas du cholestérol comme les races actuelles, les races transformées. Donc je voulais savoir si à ce niveau des études un peu plus scientifiques étaient mises en place ou allaient se mettre en place, parce que ça me semble être un sujet à développer, tant du point de vue de la qualité que du développement de filières, oui, de qualité. Merci. Alors, je n'ai pas d'éléments de réponse très précis, si ce n'est que l'INRA s'intéresse à ces aspects concernant la qualité des aliments en fonction de l'origine des aliments, et notamment au niveau des animaux. Ce que l'on peut dire pour les viandes aujourd'hui, c'est qu'on dispose de très nombreux travaux qui suggèrent de façon vraiment probante, et l'Organisation mondiale de la santé et le Centre national de la recherche sur le cancer ont fait des recommandations dans ce sens, qu'il est important de limiter la consommation de viande rouge, toutes formes confondues. Les travaux suggèrent un lien avec les cancers, et aujourd'hui, les recommandations qui existent en France sont, quelle que soit l'origine des animaux, de ne pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine et de limiter la charcuterie de façon encore plus importante à pas plus de 150 grammes par semaine, ce qui reste quand même une marge de manœuvre. Il n'y a aucune interdiction, aucune prohibition, mais les travaux scientifiques sont suffisamment éloquents pour que ces diminutions, ces limites de consommation garantissent, quelle que soit l'origine. Alors peut-être il y a des travaux à développer pour savoir si certaines viandes seraient plus acceptables que d'autres, mais aujourd'hui, toutes races confondues, la viande rouge et la charcuterie est associée à un risque de cancer à un niveau qui n'est pas le niveau nul, mais qui est, à partir d'une certaine quantité par semaine, extrêmement tout de même important. Merci. Chers collègues, Madame Charvier. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais vous demander si vous n'aviez pas l'impression que le travail nécessaire que vous menez, est-ce qu'il n'est pas sans fin, puisque quelque part, quand une substance est interdite, les industriels en trouvent toujours d'autres.
Je prends l'exemple des nanoparticules, dont l'étiquetage en plus aujourd'hui laisse à désirer. Et également, quand des régimes alimentaires se développent par des citoyens qui ont la volonté de manger mieux, là encore, les industriels s'adaptent. Et je prendrai l'exemple des charcuteries véganes, qui, sous couvert d'un manger mieux, contiennent parfois des substances que, voilà, je vous laisserai aller regarder les étiquettes. Et donc, d'après vous, est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer un principe de précaution plus strict pour notre alimentation, qui ferait que ce ne soit pas à la santé de courir sans arrêt après l'innovation industrielle, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire d'abord l'argument santé et ensuite l'innovation industrielle dans l'alimentation industrielle. C'est très intéressant ce que vous soulevez, effectivement, et ça pose pour nous des challenges méthodologiques évidemment très sensibles. Là, c'est vrai que sur, par exemple, TiO2, on entend voilà, que c'est potentiellement problématique. Du coup, les industriels changent, mais ils vont mettre d'autres SiO2 ou nanoparticules qui ne seront plus le même additif, mais qui potentiellement poseront aussi d'autres problèmes. Donc, pour nous, d'un point de vue épidémiologique, oui, il faut sans arrêt prendre ces changements en compte, avoir une évaluation répétée des consommations pour pouvoir voir au cours du temps, avoir une évaluation fine au cours du temps. Donc, on essaye effectivement de prendre tout cela en compte et c'est assez compliqué. Lorsque, finalement, ces principes de précaution et ces sensibilisation du grand public font qu'il y a une pression sur le monde industriel qui va enlever ces additifs ou changer, ça va plutôt dans le bon sens. Mais effectivement, on est d'accord sur par exemple l'exemple des nitrites dans les jambons. Il y a des innovations actuellement pour pouvoir mettre jambon sans nitrite, mais qui remplacent par d'autres procédés où finalement il y a toujours autant de nitrites dans le jambon et où l'effet n'est pas différent sur la santé. Donc on est vraiment conscient, nous, de ces stratégies-là. On essaye de justement adapter nos techniques épidémiologiques scientifiques à ces contraintes-là. Et après, sur la question, en effet, que vous soulevez, oui, dans l'idéal, si l'objectif est vraiment la santé de la population, il faudrait marcher dans l'autre sens, c'est-à-dire démontrer l'innocuité d'un produit qu'on n'est pas obligé de consommer, on n'est pas obligé d'avoir des nanoparticules dans notre alimentation. Il faudrait d'abord démontrer cette innocuité pour après l'autoriser éventuellement, et pas marcher à l'inverse. Ça, c'est un point de vue... Si vous me permettez, je une note quand même un peu d'optimisme pour dire qu'on a vécu... Parce que vous avez vu que quand on parle des aliments ultra transformés, il y a les additifs et puis il y a la composition nutritionnelle, le gras, le sucre, le sel. Malheureusement, les deux vont dans le sens et pas dans le meilleur des sens, puisque à la fois il y a la présence d'additifs et puis il y a la présence de gras, de sucre, de sel, peu de fibres, etc. Si on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire du gras, du sucre et du sel, pendant très longtemps, le monde des opérateurs économiques a nié les dangers, les risques, les complications liées à une consommation trop importante d'aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. Et dans ce domaine-là, on a fini quand même par rattraper à la fois parce que les connaissances scientifiques se sont développées et puis parce que des outils sont nés. Donc aujourd'hui, la victoire un peu du Nutri-Score, de ce système d'information nutritionnelle complémentaire qui se face avant des emballages, c'est vraiment pouvoir mettre en pratique quelque chose qui informe le consommateur et qui pousse l'industriel à reformer. Et là, de ce côté-là, même s'il y a eu 4 années de bataille extrêmement complexes et de puissants lobbying qui sont intervenus, le fait que l'Europe ait entériné le choix de la France et que la France ait signé un arrêté interministériel fait que là, les industriels, même si ça n'est pas obligatoire compte tenu de la réglementation européenne, il y a la possibilité d'agir à la fois sur le consommateur, on lui donne une information qu'il peut comprendre, qui est intuitive et facile à intégrer, et d'un autre côté, pousser les industriels à reformuler leurs produits. Donc, on a quand même certains produits. On peut espérer que dans le champ des additifs, sur à la fois le développement de la recherche, sur également les initiatives citoyennes, la demande sociétale dans ce domaine d'avoir des aliments plus sains, on peut aussi espérer avoir quelques marges de victoire dans ce champ. Merci. On va terminer cette série de questions par André Chassaigne et après Nathalie Sarl. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, dans la continuité de l'intervention de mon collègue de Haute-Garonne, c'est vrai qu'on voit bien que derrière votre discours pourrait apparaître une nécessité d'étiquetage plus précis ou de reconnaissance de la valeur nutritionnelle des produits. Mais ce qui est important pour nous aussi, c'est
même si ce n'est pas lié directement à notre échange, c'est de ne pas prendre cette question de façon, j'allais dire, morcelée, tenir compte aussi des productions dans leur ensemble. Parce qu'à la limite, par exemple, des œufs produits en cage peuvent avoir une excellente valeur nutritionnelle, et donc il faut bien aussi qu'on tienne compte d'autres facteurs, d'où la nécessité, par exemple, de faire évoluer nos productions sous signe de qualité en prenant en compte cette dimension nutritionnelle. On sait par exemple que les volailles label rouge ont beaucoup moins de gras parce qu'elles sont élevées en plein air, que des volailles qui vont être élevées par exemple en cage et qui peut-être au final auront d'autres qualités nutritionnelles. Donc on est obligé d'avoir une approche pour nous qui est plus globale. C'est un peu une observation que je fais dans le cadre de notre réflexion sur la commission d'enquête. Ensuite, sur des questions plus précises, dans la mesure où c'est une commission d'enquête, je crois qu'il faut aller au fond des choses. Vous avez parlé du financement de la recherche. Alors donc ma question est de vous interpeller pour nous dire, est-ce que en termes de financement, vous avez fait des constats sur des demandes que vous avez eues qui n'ont pas abouti, et quelles sont vos nécessités d'obtenir des financements? Je crois qu'il faut être précis. Si nous, à l'issue de la commission d'enquête, on veut faire des recommandations sur cette dimension qui est extrêmement importante, donc c'est ma première question. La deuxième question, toujours liée à la recherche, quels sont les liens qui se développent au niveau international, notamment au niveau européen? Parce qu'on sait bien que la recherche, elle n'est pas cloisonnée dans un pays, et que si on veut qu'elle évolue, il faut qu'il y ait des communications communes, il faut qu'il y ait des validations de recherche par d'autres laboratoires qui sont dans d'autres pays. Donc, où on en est? Est-ce que vous avez le constat que d'autres pays sont allés plus loin que nous, ou les apports réciproques que vous pouvez avoir pour faire en sorte que les recommandations ne s'appuient pas seulement sur des demandes à être affinées en quelque sorte. Et on voit bien derrière tout ça que autant, vous l'avez dit, sur la qualité, les choses sont acquises, mais sur les questions d'additifs, composés, non formés, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et la troisième question, toujours liée à la recherche, toujours liée, c'est est-ce qu'il y a des liens avec l'industrie agroalimentaire? Est-ce que l'industrie agroalimentaire a compris qu'elle pourrait vous aider dans la recherche parce qu'un jour, elle aura besoin du résultat de vos travaux? Si vous demandez à un chercheur ce qu'il en est de la recherche et des financements, la réponse, elle sera unanime, c'est que nous manquons cruellement de moyens pour faire une recherche indépendante. Donc ça rejoint d'ailleurs votre troisième question, parce que travailler avec l'industrie soulève d'énormes problèmes. Donc nous avons fait par exemple le choix d'être par une recherche totalement indépendante. Nous en souffrons beaucoup puisque nous ne bénéficions pas de financement privé, mais avoir des financements privés a des conséquences qui ont été parfaitement bien démontrées en termes d'interprétation et de crédibilité des résultats. Donc il faut qu'il y ait une recherche publique, indépendante, sans lien financier direct avec les industriels qui permettent de déboucher. Donc cette recherche, malheureusement indépendante, a du mal à se développer puisqu'on a peu de financement, les moyens de la recherche sont faibles, et dans ce domaine, ils sont encore trop faibles. Au niveau européen, au niveau international, bien sûr, il existe des échanges. Elle n'est pas obligatoirement à l'initiative des pays, elle est à l'initiative des chercheurs qui ont l'habitude de travailler en réseau. Donc nous avons des contacts. La publication que nous avons faite dans le British Medical Journal a été faite avec nos collègues brésiliens qui travaillent sur ce domaine, mais nous avons des contacts, notamment Mathilde Touvier dans ses projets futurs, a des contacts avec de nombreuses équipes internationales, et de ce côté-là, ça fonctionne très correctement. Mais il faut qu'il y ait réellement des moyens de développer une recherche dans des enjeux de santé publique majeurs, qu'il y ait des fléchages de moyens de recherche publics au niveau national, au niveau européen, au niveau international, et que cette recherche puisse se faire de façon vraiment totalement indépendante, éloignée de tout lien d'intérêt qui a des effets, et malheureusement, secondaires et délétères. Juste, financement, pour vous donner une petite idée, là, moi, l'année passée, j'ai déposé 12 demandes de financement. Alors, ce n'était pas sur les additifs. Là, on est en train de bâtir le projet. On va faire nos demandes là, à partir de l'automne. Mais sur les 12 demandes, il y en a 2 qui aboutissent parce qu'il y a une telle compétitivité. Alors, ça peut être des demandes de bourse, des demandes de financement de projet, etc. Je n'ai pas chiffré, mais une partie incroyable de mon temps à rédiger les dossiers, les reformuler pour tel ou tel appel à projet. Un temps de mon salaire qui est gâché à chercher de l'argent. Il y a déjà eu d'ailleurs des publications dans le Lancet
recettes sur le temps perdu par les chercheurs à chercher des sous. Donc ce projet-là, qu'on est en train de bâtir là, sur les additifs et qu'on a commencé à lancer, pour le faire correctement, avec un volet aussi sur le microbiote intestinal, etc., il faudrait 2,5 millions à 3 millions d'euros. Et ça, il va falloir qu'on obtienne un super financement européen avec un taux de succès de moins de 5%, soit qu'on arrive à grappiller plein de financements nationaux, etc. Donc c'est effectivement un très gros challenge si on veut pouvoir avancer dans ces recherches. Merci, on a noté le montant. Nathalie Sarle. En fait, ma question, elle est... Enfin, je vais compléter un peu parce que c'était la même question que M. Chassaigne. Par contre, moi, je voudrais aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez la difficulté qu'on a à légiférer sur un certain nombre de substances. Je vais parler du glyphosate, par exemple. Pourquoi ? Parce que, me semble-t-il, chacun, effectivement, peut faire sa recherche dans son coin. Et est-ce que, du coup, il n'y a pas un problème de coordination si on était tous... c'est-à-dire que si tous les résultats de recherche étaient admis, moi je parle au niveau européen, international ce serait trop beau, mais au niveau européen, peut-être qu'on arriverait plus facilement à avancer dans nos législations respectives. Et en tout cas, pour que on puisse avoir des recommandations des législations européennes qui redescendent sur les États, puisque aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne. D'où effectivement, c'était l'objet de ma question, vous avez parlé donc d'appel à projets européens. Est-ce que d'un point de vue pratique, un appel à projet européen sur un sujet donné peut faire l'objet de financement pour plusieurs laboratoires sur le même sujet? J'imagine que oui. Et du coup, après, vous croisez vos données. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est ça l'idée, c'est-à-dire que là, typiquement, nous, l'idée de ce projet-là, c'est qu'on a déjà identifié un certain nombre de partenaires. On voudrait travailler avec l'IARC à l'OMS, avec des collègues qui travaillent au niveau mécanistique. Ça peut être en France. On a des partenaires potentiellement aussi au niveau européen. Et l'idée, c'est de bâtir un projet réseau qui permette d'allier toutes les compétences et de répondre, on disait tout à l'heure, sur l'aspect épidémiologique, expérimental, etc. Et donc, une fois qu'on aura ces données scientifiques solides, voilà, le challenge, ce sera au niveau européen de prendre en compte, d'intégrer tous ces niveaux-là pour arriver au niveau de preuve. Mais oui, c'est sûr qu'un financement européen, déjà national, mais encore plus européen, pourrait complètement aider à cristalliser et à répondre concrètement à la question, oui. Tout à fait, oui, oui. Merci. Je voulais revenir, moi, sur une des interrogations que j'avais formulées dans mon introduction sur vos attentes par rapport au pouvoir public. Et je pense que ça rejoint aussi la question de la collègue qui posait sur le fait qu'on devrait renverser un petit peu la charge de la preuve. C'est un petit peu notre... Quand on en discute entre nous, c'est quelque chose qui nous étonne un petit peu. Et quand on dit les industriels devraient d'abord démontrer l'innocuité de leurs additifs. Enfin, comment vous voyez ça, vous, si on devrait, enfin, au regard de votre expérience scientifique, mettre la santé des populations comme étant la priorité absolue, comment on pourrait faire pour renverser cette mécanique, en fait, d'avoir d'abord à prouver l'innocuité, plutôt que nous, on est, quand je dis nous, législateurs et représentants aussi pour la population, qu'on est, nous, à prouver que les produits qui nous sont proposés sont dangereux. C'est vrai que quand on est dans le domaine du médicament, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'avant de mettre sur le marché un nouveau médicament, il y a la preuve de l'innocuité, de l'efficacité, etc. Dans le domaine de l'alimentation, moi j'ai beaucoup travaillé sur les compléments alimentaires, c'est ça aussi, hein. Il y a des pilules qui sont en vente, des millions de personnes qui en consomment tous les jours. L'efficacité, déjà, il n'y a pas besoin de la démontrer sur ces choses-là qui sont des aliments, enfin proches des aliments. Et après, l'innocuité, oui, ils sont censés pas dépasser telle dose de vitamines, minéraux, mais l'impact que ça peut avoir sur le développement de cancer, maladies cardiovasculaires, etc., n'est pas approuvé. On ne demande rien du tout avant de mettre sur le marché. Donc oui, clairement, sur des produits, autant on est obligé de consommer des aliments, de la viande, enfin, pas trop de viande, des fruits et légumes, etc., autant on n'est pas obligé de consommer des aliments avec des additifs ultra transformés, des compléments alimentaires, etc. Et pour ces produits-là, bah oui, ce serait bien dans l'idéal d'avoir une démonstration de l'innocuité, si ce n'est l'efficacité en santé, avant la mise sur le marché. Pour compléter un peu ce qu'a dit Mathilde Touvier, ce que l'on peut également attendre, c'est qu'il y a des mesures de précaution qui peuvent être prises. Aujourd'hui, quand on voit
vous l'avez compris, ces produits ultra transformés sont donc les produits qui font l'objet souvent de plus fortes promotions, d'une publicité, d'un marketing extrêmement fort, qui sont souvent plus accessibles économiquement. On n'a pas parlé des inégalités sociales de santé, mais les produits ultra transformés sont plus consommés par des populations plus défavorisées. Donc, il y a des mesures qui sont possibles. Réguler la publicité en fonction de la qualité nutritionnelle, donc, où on voit que cette qualité nutritionnelle, la présence d'additifs est liée, pour éviter qu'il y ait une promotion, un marketing excessif dans ce domaine, est un élément important. Utiliser des régulateurs économiques, alors je sais que ce n'est pas toujours facile de parler de taxation, de subvention, mais rendre plus facilement accessibles des aliments de bonne qualité nutritionnelle et moins accessibles des aliments qui s'éloignent de ce que l'on souhaite, tant sur le plan de la composition nutritionnelle que des additifs, c'est aussi un moyen d'agir. On peut fixer des standards de référence, c'est-à-dire dire un aliment dans une gamme donnée doit avoir une composition nutritionnelle qui, basée sur le modèle le plus favorable, c'est-à-dire que vous avez vu la variabilité qu'il peut y avoir dans 35 moitiés aux pépites de chocolat, pourquoi autoriser qu'il y ait certains qui soient extrêmement gras, sucrés, salés, qui contiennent en plus des additifs, par rapport à des produits qui le sont moins. Donc il y a des mesures qui sont possibles et qui sont bien sûr nécessaires d'être soutenues par une volonté politique pour qu'au moins, en attendant que se mette en place cette dynamique de démonstration de la preuve à l'initiative de l'industriel, éviter qu'il y ait une promotion, une accessibilité facile de ces aliments qui sont à la fois de qualité nutritionnelle défavorable et qui contiennent des additifs dont le risque potentiel nous interpelle. Donc il y a des mesures qui sont en effet possibles. J'ai une question, alors plus par rapport au niveau scientifique. Quand un médecin donne plus de 4 médicaments, on sait que les interactions après au-dessus, on ne mesure plus rien, on ne sait plus ce que ça fait. Alors on voit qu'il y a des produits où il y a plus ou moins d'additifs. Est-ce que vous étudiez au fait l'interaction entre ces produits additifs entre eux et voilà, où en est le degré de gravité? Est-ce que ça change complètement? Un additif, ça va, 2, ça va, 3. Puis après, si on en rajoute un peu trop, est-ce que ça a des effets qui sont vraiment très pervers ou au contraire, ça inhibe certains? Merci. Oui, alors là aussi, c'est une très bonne question. Et là aussi, gros challenge méthodologique, mais c'est vraiment ce qu'on fait avec ce projet-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est non seulement d'évaluer les liens entre chacun des 400 additifs et la santé, mais également de regarder dans la population telle que c'est consommé actuellement, les clusters multi-exposition. Les personnes qui vont consommer beaucoup d'aliments ultra-transformés, elles ne vont pas être exposées à un additif, elles vont être exposées à plein. De quelle manière? Comment sont-ils combinés? Et du coup, il peut y avoir des synergies mécanistiques, en effet, avec une potentialisation de l'action de l'un sur l'autre et donc un effet synergique, ou l'inverse, et ça, on n'en sait rien pour le moment, et donc c'est vraiment ce qu'on veut regarder avec ce projet-là. Et on veut aussi, notamment, on parlait tout à l'heure des évaluations de l'EFSA. L'EFSA ne prend jamais ça en compte, c'est-à-dire que chaque additif est évalué séparément et la dose journalière additive à ne pas dépasser est fixée par additif. Et on n'a aucune idée de ces mécanismes d'interaction, donc c'est vraiment ce qu'on veut creuser avec ce projet. Et dans ce sens, je voudrais insister sur ce que l'on évoquait, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une transparence, il faut qu'il y ait une accessibilité à la composition nutritionnelle en nutriments et en additifs, en qualité et en quantité. Il existe aujourd'hui un observatoire de la qualité de l'alimentation en France qui est sous tutelle à la fois de l'INRA et de l'ANSES, qui est quelque chose qui fonctionne très bien, qui a accès à ce type de composition que les industriels fournissent sous réserve d'une confidentialité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir accès à ces données parce que les industriels ne fournissent ces données à l'Observatoire de la qualité de l'alimentation qu'à condition qu'ils les anonymisent. Donc on a accès à des données synthétiques, mais pas des données individuelles qui permettraient d'aller plus loin. Donc rendre obligatoire le fait que tous les aliments mis sur le marché doivent avoir, dans une base de données rendue publique, accessible aux consommateurs et aux chercheurs, les compositions nutritionnelles précises, la présence des additifs et les quantités, permettrait rapidement, ou plus rapidement, de répondre aux questions que vous soulevez sur à la fois les effets délétères des additifs, les effets cocktails, les notions de dose, qui seraient efficaces ensuite pour pouvoir traduire cela et décliner ça en termes de recommandations précises. Donc ça, vraiment, une des demandes que l'on a, c'est que soit rendu public, accessible à tous, aux consommateurs et aux chercheurs, ces données dans une base
qui soit ouverte et non pas fermée comme elle existe aujourd'hui et dépendante de la bonne volonté des opérateurs économiques. Très bien. Il nous reste 10 minutes. Je voudrais m'engouffrer dans la petite brèche que vous avez ouverte sur la disparité sociale justement de l'accès à une nourriture de qualité. Effectivement, au fil de l'histoire, la part de notre revenu que l'on met dans notre alimentation a nettement diminué, notamment sous le rôle des industriels qui nous ont produit une nourriture de moins en moins chère, mais on voit avec des problèmes de qualité certains. Je voulais savoir si dans la cohorte Nutrinet, vous avez des données socio-économiques ou sociales qui sont exploitables et éventuellement exploitées par d'autres équipes pour faire aussi cette étude sociologique de l'accès à la nourriture, parce que ça fait aussi partie du champ de nos investigations. Oui, absolument. Nous avons accès à ces données. Alors, la limite de Nutrinet Santé, c'est qu'elle ne concerne pas l'ensemble de la population. Donc, y échappe une partie de la population qui est une population particulièrement à risque. Même si, par le principe et l'accessibilité aujourd'hui qu'il y a à Internet, on a accès à des populations qui d'habitude nous échappent lorsqu'on veut envoyer à domicile des enquêteurs ou lorsqu'on demande de répondre par courrier. Donc, on a quand même, par exemple, une prévalence plus élevée que ce que l'on observe dans d'autres études de niveau socio-économique un peu plus défavorisé. Mais il nous échappe, bien sûr, les sujets à plus haut risque. Malgré cela, on a la possibilité de prendre en considération le niveau revenu, le niveau d'éducation, l'habitat, tout un tas d'éléments qui nous permettent et nous ont déjà permis de montrer que ces inégalités sociales de santé dans le champ de la nutrition sont extrêmement importantes. En termes de consommation de fruits et légumes, on voit bien évidemment que des différences considérables entre le fait d'être ouvrier ou d'être cadre. Lorsque l'on regarde les consommations à l'inverse de produits ultra transformés, on voit qu'ils sont plus consommés par des populations de plus faible niveau socio-économique. Oui, nous sommes capables de répondre, nous travaillons dessus, nous essayons d'intégrer ces dimensions car elles sont extrêmement importantes pour proposer ensuite des actions et des mesures de santé publique. Mais il y a vraiment une accessibilité aujourd'hui beaucoup plus facile sur le plan économique à des produits ultra transformés, donc de moindre qualité nutritionnelle et plus riches en additifs, et qui sont donc consommés plus facilement par des populations plus précaires, avec en plus un marketing très important auquel il y a une grande sensibilité aussi par ces populations vulnérables. Si je peux compléter, c'est vrai qu'on aura aussi des données descriptives représentatives grâce à l'étude Esteban, qui est donc pilotée par Santé publique France, et notamment une partie de notre équipe coordonne cette étude Esteban sur le volet nutrition. Et on est en train notamment d'appliquer la catégorisation NOVA dans cette étude-là, ce qui va permettre, sur échantillon représentatif, de vraiment regarder ces consommations d'aliments ultra transformés et selon les différentes catégories socio-économiques. Donc on aura aussi des informations prochainement sur ce sujet-là. Vous me permettrez juste une dernière chose, c'est qu'en France, il y a une étude qui est faite sur les populations particulièrement précaires. Ce sont les sujets qui se rendent dans les structures d'aide alimentaire. L'étude ABENA, qui a été réalisée déjà 2 fois, donc l'impulsion de Santé publique France, et qui manque aujourd'hui de financement pour permettre d'avoir une nouvelle tranche transversale qui pourrait être faite, et qui pourrait être faite sur ces populations particulièrement donc vulnérables, en prenant en considération ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, cette dimension de la consommation de ces aliments ultra-transformés. Mais la limite de la réalisation de cette nouvelle étude, à BENA 3, il y en a donc déjà eu 2 dans le passé depuis 2006, c'est le manque de moyens de Santé publique France qui ne peut pas donc financer à court terme une nouvelle passation de ces questionnaires faits auprès de cette population qui nécessite bien sûr des méthodologies adaptées. Là, ça ne peut pas se faire par Internet. C'est des populations pour lesquelles il faut avoir des traducteurs, pour lesquels il faut avoir des personnes qui se rendent sur le terrain. Donc, elles coûtent plus cher qu'une étude normale. Ça n'est absolument pas monstrueux, mais elle est limitée par le fait qu'il n'y a pas de financement suffisant. Merci. Je vous propose, André Chassaigne me fait signe, une question très très courte et ensuite... il nous reste 5 minutes. Je vous proposerai de nous dire tout ce qu'on aurait oublié de vous demander pour conclure cette audition.
Vous, les professeurs, que vous disiez 2 mots sur Nutri-Score, puisque vous avez quand même eu un rôle déterminant par rapport à cet étiquetage nutritionnel, qui est aujourd'hui uniquement volontaire parce que l'Union européenne ne veut pas le rendre obligatoire. On a vu par le passé, on a obtenu par exemple, à titre expérimental pour la viande transformée, que la France puisse le mise en œuvre. Est-ce que cet étiquetage Nutri-Score permettrait serait une avancée importante, puisque vous avez été, je crois, à l'initiative de cette démarche-là? Alors, en effet, Nutri-Score est né, c'est un fruit de la recherche de notre équipe, en collaboration avec d'autres équipes. Et on a beaucoup travaillé sur Nutrinet Santé pour élaborer ce système donc, qui est mis en place, qui est une véritable avancée. Alors, vous avez raison, la limitation est le fait qu'il soit facultatif, même si on peut penser qu'après tout, les consommateurs pourront aussi être arbitres dans ce domaine et faire pression sur les industriels, puisque un industriel qui ne met pas le Nutri-Score, c'est vraisemblablement un industriel qui a des choses à cacher, donc le consommateur informé peut être arbitre dans ses choix alimentaires. Ce qu'il faut, c'est que la France porte aujourd'hui le Nutri-Score au niveau européen pour que ce soit un système harmonisé pour l'ensemble de l'Europe et rediscuter la possibilité que le système soit obligatoire. S'il n'y a pas aussi aujourd'hui la possibilité pour un État de rendre obligatoire un système d'information nutritionnelle complémentaire, c'est parce qu'il y a un règlement bloquant qui a été d'ailleurs beaucoup poussé par les opérateurs économiques au milieu des années 2000 pour empêcher ce droit à la transparence qu'il devienne obligatoire. Mais il y a un développement, une implémentation en France, c'est un bon modèle, c'est quelque chose qui est utile, l'efficacité a été démontrée par de très nombreux travaux. Il faut aujourd'hui élargir, et je reviens sur, par exemple, le fait que si on ne peut pas le rendre obligatoire sur les produits, on peut le rendre obligatoire sur la publicité pour les produits. Et c'est donc extrêmement important de jouer là-dessus, puisque ça sera une incitation forte pour les industriels de le mettre. Il n'y a pas de blocage au niveau européen, et donc il y a un véritable enjeu de populariser le Nutri-Score et de jouer sur les industriels qui résistent aujourd'hui, qui sont quelques groupes qui s'opposent au Nutri-Score. Et Nutri-Score est certes sur la qualité nutritionnelle, mais vous avez vu que par rapport aux aliments ultra-transformés, ce sont les aliments qui ont la moins bonne qualité nutritionnelle qui ont le plus d'additifs. Donc on peut penser qu'en utilisant le Nutri-Score, ça jouera également faire des évolutions de consommation vers des produits qui sont à la fois de meilleure qualité nutritionnelle avec moins d'additifs. Et dans nos études, on montre très bien dans nos simulations que les gens qui sont exposés au Nutri-Score ont tendance à augmenter la consommation des produits bruts, qui sont par définition des aliments de meilleure qualité nutritionnelle et donc avec aussi moins d'additifs. Merci bien. On arrive au terme de cette audition. Si vous avez quelques messages encore à nous délivrer, je vous propose de terminer sur les 2-3 minutes qui nous restent pour nous les passer. Sinon, voilà, la parole est à vous et elle est libre. Je pense qu'on les a évoqués au travers un peu de la discussion. Il faut que la recherche puisse disposer de moyens permettant d'aider à la décision politique, et donc il faut plus de moyens de la recherche publique. Il faut qu'il y ait une accessibilité, une transparence sur aujourd'hui l'offre alimentaire qui soit accessible à tous les chercheurs. Il faut mettre en place des mesures qui soutiennent une amélioration de l'offre alimentaire, et c'est vrai que le Nutri-Score en fait partie. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup, parce que c'est un outil qui n'est pas parfait, mais qui est déjà existant et qui peut avoir un véritable impact à condition qu'on le rende plus accessible, plus diffusé, que l'on puisse permettre aux consommateurs donc, de le connaître. Et on sait que ceci aura un impact important au niveau de l'offre alimentaire, de la qualité nutritionnelle des aliments. Il faut que l'on soit extrêmement clair sur des recommandations sur la promotion d'aliments bruts pour détourner en partie la consommation des aliments ultra-transformés. Il ne s'agit pas de les supprimer complètement. Et je rappellerai que le Haut Conseil de la santé publique, dans les objectifs pour le futur programme national nutrition santé, a même proposé de quantifier pour le monde politique de santé publique le fait qu'il faut, dans les 5 ans, se fixer comme objectif de réduire la consommation des aliments transformés de 20%. Ça sera déjà un premier point, et de promouvoir la consommation des aliments bruts. Donc il faut qu'il y ait à la fois des recommandations, à la fois des éléments d'information, et puis il faut qu'on puisse avoir à terme des moyens de dire aux politiques, voilà les additifs qui posent problème, voilà ceux qui doivent être interdits, voilà ceux pour lesquels il faut limiter la composition, et donc pour ça il faut des moyens de recherche.
Merci, très bien. On a bien reçu le message. Merci.